Analyse du conseil municipal du 28 septembre 2020. Première partie. Vous pouvez retrouver toutes nos analyses sur YouTube à l'adresse Cutly YouTube Rogne en Transition. Retrouvez ce lien directement dans les commentaires de cette vidéo. L'ordre du jour était relativement succinct, avec tout de même une nouvelle nomination au poste des finances et un gros volet sur les ressources humaines. Avant de commencer, je voulais vous soumettre un point. Nous avons qui est en lien avec les ventes de lots du lotissement Les Garrigues. Commençons tout d'abord par le début de ce conseil qui voit une nouvelle conseillère le rejoindre. Il s'agit de notre Benjamine, Audrey Lezeau, qui arrive au conseil suite à la démission de l'adjoint aux finances. Nous regrettons le manque de courtoisie de monsieur le maire, qui aurait pu la présenter en début de conseil, comme c'est la tradition. Nous souhaitons la bienvenue à Audrey. Il vous est demandé de vous prononcer sur le procès-verbal de la réunion du 29 juillet, document joint à la convocation de la présente réunion. Avez-vous des rectifications à faire? En effet, lors du précédent conseil, monsieur le maire avait expliqué qu'on ne pouvait pas intervenir lors des PV. Notre remarque aura donc porté ses fruits et aura été entendue et intégrée. Détermination du nombre de postes d'adjoints. Donc, nous avons validé en conseil municipal déjà 8 adjoints. Suite à la démission donc, de Yves Olivier, qui était le 3e adjoint, je vous propose donc ce soir de vous prononcer sur le nombre d'adjoints appelés à siéger au sein du conseil municipal de Rogne et je vous propose qu'il y ait 7 adjoints. Pourquoi passer de 8 à 7 adjoints? Deux raisons essentielles à cela. La première, c'est qu'une loi de décembre 2019 impose une règle de parité sur le remplacement des adjoints. L'adjoint démissionnaire devait donc être remplacé par une personne du même sexe. Et la deuxième raison, c'est que la compétence finance était du côté d'une femme dans l'équipe majoritaire. Elle ne pouvait donc malheureusement pas devenir adjointe. Comme nous allons le voir, elle recevra la même délégation que l'adjoint démissionnaire, sans en reprendre le titre ni l'indemnité, ce qui est regrettable. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai nommé donc Catherine Danesi pour une délégation finance et je lui ai attribué 11% de mon indemnité personnelle de maire. Y a-t-il des observations? Mais moi, ce que je voulais poser comme question, c'est surtout à Madame Danesi, si jamais elle se satisfait donc de l'indemnité qui est différente des autres adjoints. Et je trouve ça pas trop normal, en fait. Eh bien, je peux te dire que je pensais la nommer adjoint. Elle ne peut pas avoir comme les autres adjoints parce qu'elle ne peut pas avoir la classification d'adjoint. C'est pas dans la même catégorie. Non, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire plus de ça. Mais si. Après vérification. Moi, je pense que vous pouvez faire plus que ça. Écoute, on a vérifié. On m'a dit qu'on pouvait donner 11%. Moi, je pense que vous avez mal vérifié. J'étais avec Madame Gressel et une autre personne. On était entendu sur ce montant de 11%, donc j'ai donné 11%. Catherine, bien entendu, est un peu déçue, mais c'est pas pour ça qu'elle ne va pas travailler pour la commune de Rogne. Non, mais on est d'accord. Y a-t-il d'autres observations? Le maire prétend, après vérification avec la préfecture, que Madame Danesi ne pouvait pas toucher la même indemnité que celle des autres adjoints. C'est complètement faux. Ce n'est pas la préfecture qui fixe le montant des indemnités d'un adjoint. En effet, chaque adjoint touche actuellement une indemnité d'environ 850 € par mois. Et il faut savoir que l'indemnité maximale des élus est fonction du nombre d'adjoints. Comme il passe de 8 à 7, et que l'indemnité choisie est l'indemnité maximum possible, il semblerait normal que l'indemnité des adjoints soit réduite et pas seulement celle du maire. Au passage, c'est tout à son honneur d'avoir pris sur son indemnité l'augmentation de celle de Madame Danesi. Donc, comme la loi l'autorise,
Et d'après nos calculs, il aurait suffi que chaque adjoint baisse d'environ 60 € par mois leur indemnité pour que Madame Danesi se retrouve avec la même indemnité que les autres, au lieu de la moitié, comme c'est le cas aujourd'hui. En signe de solidarité, la moindre des choses serait donc de revoir cette distribution d'indemnités disproportionnée au regard de la fonction importante qu'occupe dorénavant Madame Danesi. Donc, on vous propose de modifier le tableau des emplois. Donc, cela relève, comme indiqué dans le tableau de l'article 2 de la loi 84-83 du 26 janvier 1984, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, vous avez vu les modifications qu'on vous propose et avez-vous des commentaires? Monsieur le maire, faut-il comprendre par la création d'un deuxième poste d'attaché principal que vous souhaitez créer un deuxième poste de DGS? La réponse est dans la question. Avez-vous vu avec notre attaché principal un échange courtois et humain précisant ce cadre légal ou pas? Vous voulez que je la reformule? On peut besoin. D'accord. Effectivement, vous avez bien compris, il y a une nouvelle personne qui va arriver le 1er octobre. En ce qui concerne la personne dont je parle, en juillet l'année dernière, elle m'avait fait une lettre qu'elle ne voulait plus être DGS, donc on va la recevoir avec Jacques Defrein qui a la délégation personnelle, pour voir avec elle sur quelle base de travail nous repartons. Si elle demande à changer de commune, je ne sais pas. Comme elle n'est pas là actuellement, je ne peux pas te répondre. Autre observation? Juste quelques secondes, pas plus. C'est incohérent ce que vous dites, monsieur le maire, parce que vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un sans savoir si la personne va rester ou pas. On procède à un recrutement dans la mesure où la personne principale a décidé, ou alors vous aviez décidé, d'une rupture vis-à-vis de cette personne. Je ne cherche pas à me faire dire ce que je ne pense pas. Moi, pour le bien de Rhône et des administrés, il me faut une personne qui va jouer son rôle de DGS, et nous avons recruté une personne qui a des compétences, qui a occupé ce poste, et nous recevrons Madame Vitalis, puisque tu veux que je dise le nom, quand elle rentrera. Décision qui m'appartient et qui a été faite en commun avec l'équipe et avec elle. Autre question? Jean-François. Je te pose la question de savoir, il y a une note de synthèse qui nous explique les tenants et aboutissants, a priori, de pourquoi cette modification. La première phrase, elle commence par dire une réorganisation des services. Donc, vous nous présentez des tableaux, on voit qu'il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Comment voulez-vous qu'on se prononce sur ce genre de choses si jamais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la réorganisation des services? Je vais être un peu plus complet. Nous allons réorganiser sur un poste d'une personne qui travaillait à 50%, on va lui donner. Et tu vois, quand on arrive à un conseil municipal, on devrait avoir cette information, on devrait le savoir. Parce que là, on est... Non, mais tu n'es pas obligé, bien entendu, que tu es obligé de rien. Mais alors à ce moment-là, ça ne sert même pas de faire des conseils municipaux. C'est parce que nous, on ne sert à rien. Ah, c'est pas du tout ça. Ben si, parce que chaque fois, on va te poser des questions sur qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est là. Donc la plupart des délibérations que tu nous soumets, elles manquent cruellement d'informations. Et pourtant, c'est un droit fondamental d'instruction des élus. Je n'étais pas obligé de te donner les noms. Mais je ne te demande pas les noms. Voilà. Bon. Donc je te dis ce qu'il en est. Voilà. Donc c'était une remarque générale sur la manière dont tu procèdes, qui à mon avis n'est pas bonne, parce que on est obligé de te poser des questions très précises sur des notes de synthèse. Il y a les réponses. Mais oui, mais c'est pas normal qu'on ait ces réponses, qu'il faille te poser des questions. Dans le détail. C'est inédit, tu me l'as dit. On n'a pas la notion budgétaire non plus. Par exemple, la DGS, à quel niveau vous allez la recruter? Ça, on te la communiquera plus tard. Voilà, c'est tout. Et on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Et on l'apprend avec sa rémunération actuelle qu'elle a à saucer les paies. Voilà. Oui, mais ça ne veut pas dire ça. C'est tout. Oui, parce que par exemple, c'est pas... Je ne vais pas déclarer devant tout le monde combien elle gagne. Mais si, c'est public.
Non, c'est pas public. Ah si, c'est public. Non. Ah, Eh si. bien, vous poserez une question orale la prochaine fois. Non, mais on va pas... Allez, on passe au vote. Alors, ensuite, instauration d'une prime exceptionnelle et Covid-19. Donc, nous avons la possibilité par décret 2020 570 14 mai 2020. La commune peut instaurer le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la commune, soumis, etc., etc. Donc, vous avez pu prendre connaissance de la délibération. Avez-vous des remarques? Pas d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un nombre de jours de travail qui vous a permis de dire que c'est significatif, est-ce que c'est un nombre d'heures? Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales, il y a beaucoup d'associations qui ont réfléchi et mis en place cette prime ô combien importante pour les agents. Quels sont les moyens qui vous ont permis de déterminer la somme de 1000 et de 660 €? Est-ce que c'est donc effectivement un nombre de jours travaillés? Et enfin, pour finir, est-ce qu'on peut avoir, comme je l'ai demandé sur le document précédent, sur la question précédente, la liste, même si elle n'est pas à communiquer à tous et toutes, complète des personnes et des montants qui vont être attribués à l'issue de la délibération. Jean-François, tu as une question qui va dans le même sens? Comme ça, je réponds Oui, globalement. oui, bon. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les postes qui vont recevoir ces primes, en fait. Parce que moi, je conçois très bien que pour le Covid, notamment la police municipale, les services du CCAS, les ATSEM, sont tout à fait légitimes à recevoir ce genre de primes. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond et quels sont les postes qui sont visés. Et surtout, quel est le montant global de la prime que vous allez associer. Bon, pour répondre à l'ensemble de vos questions, donc, nous avons reçu donc, les éléments du décret et nous avons, avec Émilie, travaillé sur les personnes qui ont été réellement présentes et qui ont contribué à la gestion de la période de confinement-déconfinement. On a pu également donc, organiser la gestion de cette crise à travers 3 personnes principalement. Donc, la commune d'Oronne, sous décision de monsieur le maire en place, attribue une enveloppe de 20 000 € dans le cadre du Covid aux agents pour lequel nous avons vérifié l'apport, le travail qui a été fait dans cette période. Voilà. Donc on peut passer au vote. Ah non, on pourrait avoir les postes. Non, pas les noms. Non, pas les noms, les postes. Non plus. D'accord. Je vous ai déjà donné le montant, mais je n'avais pas oublié. Non, mais alors, dernière question par rapport à ça. Chaque année, il y a donc 20 000 €. C'est grosso modo la prime que vous donniez à tous les agents en fin d'année. Est-ce que ça vient en surplus ou est-ce que ça remplace? Mais ça ne peut pas remplacer, c'est un décret spécifique. Non, je parle de la somme. Où est-ce que tu vas chercher la somme? La somme, il y a des communes qui ont donné 5 000 €. Non, mais Tu vérifieras. c'est pas la question. Mais tu poses une question qui n'en est pas. C'est une enveloppe spéciale à la main du maire. Il y a 20 000 €, ça n'a rien à voir avec les primes de fin d'année. Donc, ça veut dire que les 20 000 € que tu donnes en fin d'année, c'est conservé. On verra le montant qu'on donnera. Ce qu'on a toujours donné, Mais tu ça comptes- n'a rien à voir avec la prime Covid. Je suis d'accord, mais je voulais savoir si jamais c'était bien ça. C'est pas une question intéressante, quoi, parce que c'est vraiment un cadre précis, le Covid. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Toujours dans le domaine du personnel, on s'est à travailler sur l'instauration du compte épargne-temps pour montrer donc l'équipe en place voulait apporter un plus donc, au niveau des agents sur la gestion des congés qu'ils ont. Et vous avez le détail de ce que la loi nous permet de faire dans ce compte épargne-temps. Voilà. Donc nous le mettons en place. Avez-vous des remarques ou questions? Alors, nous, on est extrêmement favorable à cette mise en place. Pour l'avoir testé ou organisé dans d'autres structures, je crois que c'est un élément à la fois positif pour les agents et extrêmement intéressant aussi dans la gestion des ressources humaines des communes ou des structures. Juste une question
quel est l'interlocuteur que vous avez pour instituer cette mise en place? Est-ce que le comité technique a-t-il été de nouveau constitué? Et si oui, il me semble quand même vital de travailler avec eux, afin d'instituer ce CET dans les plus brefs délais. Sinon, il me semble que cela est un peu précipité. Alors, cela n'est pas précipité. Nous avons mis en place, Émilie a préparé l'ensemble des données. En ce qui concerne le comité technique, on a essayé de les contacter, on n'a pas trouvé de réponse. Donc, effectivement, on va relancer un appel à volontaires pour constituer le comité technique. Il y a eu beaucoup de démissions. Nous avons respecté la loi en termes de communication. Émilie, avec le CDG, a fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est un autre débat. Là, on parle du compte épargne-temps, pour lequel je vous demande votre accord, ou votre refus, ou votre abstention. Jean-François. Oui, juste là encore aussi quelque chose au niveau de la forme. Il y a marqué la dernière phrase, vu l'avis du comité technique en date du. On ne sait pas quelle date. Mais elle a dû envoyer le document au comité technique et nous n'avons pas eu de réponse. Non, mais vu l'avis, c'est l'avis, c'est pas l'envoi de la lettre au comité technique. Je vérifierai. Donc c'est tout vérifié, il n'y a pas eu d'avis, c'est certain. Il n'y a pas de comité technique. Eh bien justement. Donc il arrive un moment où on peut faire sans le comité technique qui doit donner un avis favorable, non? Non, ça fait partie de la concertation. Eh bien, ce que l'on fera, si nous avons des agents qui veulent constituer le comité technique, on le mettra en place. Mais alors pourquoi se précipiter à faire ça maintenant? Parce que la délibération est prête et Émilie voulait la faire en ce sens. Oui, mais si jamais le comité technique n'a pas été consulté, vous passez une délibération en disant qu'il l'a été, alors qu'il ne l'a pas été. Donc comment voulez-vous qu'on vote quelque chose où les employés ne sont même pas au courant de ce qui va leur arriver? Alors, non, les employés sont au courant, je peux leur dire, tu peux leur dire, mais tu leur as pas dit. On leur a annoncé déjà. Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'ils savent les tenants et aboutissants? Comment on peut le savoir? Oui, ça a été expliqué. Et à quelle occasion? Mais l'occasion fait partie de la question de M. Rodot, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça a été expliqué, vous pouvez vérifier auprès des agents. Ah ben on a vérifié. Eh bien, ça a été expliqué. Vous parlez d'un avis du comité technique qui n'existe pas. Il y a un point. C'est quand même important que le comité technique soit associé à ce genre de décision. Écoute-moi, Jean-François, je vais vérifier avec Émilie s'il y a une copie qu'elle n'a pas mis la date, du mail qu'elle a adressé. Je vais vérifier. Mais toujours est-il que nous, on vous propose de mettre ça en place. S'il faut attendre que le comité technique donne un avis. Mais vous les mettez en place aujourd'hui si on le vote. Il n'y aura plus besoin de l'avis du comité technique. C'est trop tard, ça sera en place. L'avis du comité, ne jouons pas sur les mots. Mais on ne joue pas sur les mots. Alors, Jean-François, s'il te plaît, parce que les agents sont déjà au courant. Émilie a préparé cette délégation. Mais ils sont au courant de ce que vous voulez. Est-ce qu'ils vous ont mis au courant de ce que eux ils voulaient? C'est ça la question. C'est la concertation. Alors, pour le code d'épargne-temps, je te rassure, c'est la loi qui qualifie tout. Alors ce que dit Monsieur le maire est une nouvelle fois incorrect car la loi permet un choix entre plusieurs alternatives. Utiliser les jours pour la retraite, être indemnisé ou alors cumuler sur le CET. C'est justement le choix que devait faire le comité technique pour ensuite le soumettre aux élus. Donc l'avis est bien utile et important pour les agents. Or ici, la délibération impose une prise de congé uniquement possible. Autant dire que ce CET, tel qu'imposé, ne sert pas à grand-chose. Les agents ont été complètement ignorés. Curieusement, une nouvelle fois, nous constatons que la délibération envoyée en préfecture ne reflète pas la note de synthèse que nous avons votée. Cela devient vraiment symptomatique et très dommageable. Nous n'allons tout de même pas devoir faire des vérifications systématiques des actes légaux produits dans cette mairie et faire des recours à tout bout de champ. Merci de votre écoute.